Alors, le cours d'aujourd'hui porte sur alors, premièrement, c'est une règle qui est contraignante, prohibitive ou permissive. Alors, contraignante, alors, où il y a l'obligation de faire, prohibitive, où il y a l'interdiction de faire, permissive, c'est-à-dire qu'il autorise à faire telle ou telle chose. Donc, trois éléments à retenir ici. Vous avez la contrainte, l'obligation, vous avez la prohibition, c'est-à-dire l'interdiction, et vous avez la permission, c'est-à-dire l'autorisation de faire telle ou telle chose. Elle constitue donc une règle de conduite en société. Une société telle qu'elle est, telle qu'elle pourrait être, ne pourrait pas fonctionner sans l'existence de règles qui régulent et règlent sa conduite. La loi civile, par exemple, contraint le débiteur à payer ses dettes aux créanciers. Donc là, pour qu'il y ait, bien sûr, organisation du rapport existant entre le débiteur et le créancier, il faudrait qu'il y ait une loi, la loi civile en l'occurrence. Dans le cas contraire, ces biens seront l'objet d'une vente forcée suite à un jugement de condamnation. Là, vous avez un exemple concret du règlement de la conduite en société, notamment dans le domaine ici particulièrement commercial. Donc on parle du commerce. La loi pénale, alors là, bien entendu, lorsqu'il y a un crime, lorsqu'il y a une contravention, lorsqu'il y a un délit, c'est la loi pénale qui s'en charge. La loi pénale pose pareillement des règles de conduite. Alors, ne pas voler, ne pas tuer ses semblables, etc. Parce que si on laisse faire ce genre de choses, bien sûr, il y aurait une anarchie au sein de la société. Donc, il faudrait qu'il y ait des règles, des normes qui pénalisent, qui sanctionnent ce genre de conduite. La règle de droit se présente donc alors sous deux formes distinctes et complémentaires. Ça, il faudrait bien le retenir. Ordre positif, autrement dit l'obligation d'accomplir certains actes précis. Par exemple, un automobiliste doit payer une assurance avant de commencer la conduite. Donc là, c'est l'ordre positif, faire telle ou telle chose. Nous sommes dans le domaine de la contrainte. Ou tout simplement, simple défense, ne pas faire telle ou telle chose. Autrement dit, ne pas commettre certains actes. D'autres variables entrent en ligne de compte quand on parle de conduite en société. Bien sûr, il n'y a pas que la règle de droit, il y a la religion, il y a la morale, il y a la famille, il y a la profession, et l'air du temps, etc. Donc, ce qu'on pourrait retenir de ce premier point concernant l'objet de la règle 3, c'est une règle contraignante, c'est-à-dire obligatoire, imposante et imposée. Alors, dans le sens de faire telle ou telle chose, prohibitive, c'est-à-dire elle interdit, on est dans le domaine de l'interdiction, ou permissive, c'est-à-dire au domaine de l'autorisation. Elle permet de faire ou de ne pas faire telle chose. Donc ça est ton objet. Alors quel en est bien entendu le deuxième côté qu'on est ici, le deuxième côté, à savoir les caractères essentiels de la règle de droit. Alors, premièrement, c'est une règle obligatoire, et deuxièmement, c'est une règle sanctionnée par l'autorité publique. Alors, caractère obligatoire de la règle de droit. Abstraction faite des règles coutumières résultant des pratiques sociales. Alors là, bien sûr, on met de côté les règles coutumières, celles qui émanent de la tradition. La règle de droit provient essentiellement de l'être. C'est la raison pour laquelle, rappelez-vous ce que nous avons dit dans la première section,
lorsque nous avons fait le rapport entre le pouvoir symbolique et la règle de droit. C'est ici, en l'occurrence, que l'on puisse dégager ce rapport existant entre le pouvoir symbolique, d'un pouvoir qui repose non pas sur la contrainte forcée, mais c'est par le biais de la loi, tout simplement, légalement. Donc, abstraction faite des règles coutumières résultant des pratiques sociales, la règle de droit provient essentiellement de l'État. L'autorité publique la conçoit et l'impose aux citoyens. La conception au niveau de la législation, c'est-à-dire le législateur, il conçoit la règle et l'impose, et cette imposition se fait, bien entendu, par le consentement de la société. C'est à ce titre-là qu'on parle de pouvoir symbolique. Mazo parle en l'occurrence d'un impératif catégorique. Cependant, le poids de la contrainte est variant. Certaines règles sont plus contraignantes que d'autres. C'est la raison pour laquelle on distingue alors entre les lois impératives, obligatoires, qui s'imposent de facto, et les règles ou bien les lois supplétives ou interprétatives. Donc vous avez celles qui sont obligatoires, qui s'imposent de manière incontestée, incontestable, et puis vous avez les lois supplétives ou interprétatives. Alors pour les lois impératives ou d'ordre public, contraignantes absolument pour tous, c'est-à-dire personne ne pourrait quand même échapper à la contrainte qui caractérise ces lois. Les particuliers et les tribunaux ne peuvent les écarter ou les annuler, le cas de la plupart des dispositions légales du droit public, droit pénal. Alors droit public et droit pénal, on ne peut pas y échapper. Vous avez volé, il y a tout un article, bien entendu, qui vous sanctionne, vous devriez être pénalisé. C'est parce que ce qu'elle régule et règle et organise la conduite en société que ces lois sont dites impératives et donc sont imposées. L'atteinte à la vie d'autrui est incriminée par le code pénal. Aucune instance ne pourra contourner cette loi. À titre d'exemple, ici on vous donne l'article 407 du code pénal, punit de l'emprisonnement d'1 an à 5 ans le complice d'un suicide qui se réalise avec l'accord de la victime. C'est-à-dire vous êtes porté complice d'un suicide, bien sûr, qui se réalise avec l'accord de la personne qui s'est suicidée. Dans ce cas-là, vous êtes incriminé et donc vous devriez quand même emprisonner d'1 année jusqu'à 5 ans, et ça c'est obligatoire, ça fait partie des lois impératives auxquelles on ne peut pas échapper. Un deuxième exemple, en droit civil, les lois impératives sont plus rares. Alors là, ce n'est pas comme le droit pénal. Le droit pénal, c'est le champ où l'on retrouve plus d'obligations que le droit civil. Les lois impératives sont plus rares. Celles en vigueur sont surtout celles impliquant l'État comme les éléments constitutifs et les conditions du mariage. Alors là, bien sûr, là est impliqué parce que le mariage doit être organisé, et c'est à ce niveau-là on retrouve certaines règles impératives. Et je vais vous donner certains exemples. Les cas d'empêchement du mariage. Il y a certains cas qui empêchent le mariage entre, bien sûr, les personnes de la même société. On ne peut pas se marier avec la mère, on ne peut pas se marier avec la sœur, on ne peut pas se marier avec la nièce, on ne peut pas se marier avec la tante, la belle-mère, la nourrice. Donc là, c'est un premier exemple. Et là, nous avons ce caractère contraignant. Autre exemple,
le caractère obligatoire de la dot, comme il est indiqué dans les articles 13 et 14 de la Mudawwana, et de rigueur. Les parties concernées n'ont pas la liberté de supprimer la dot, donc la dot fait partie des lois obligatoires et les articles 13 et 14 de la Mudawwana sont à ce sujet très clairs. Il est même indiqué dans le Code du statut personnel de 1957, article 21, que le mariage peut contraindre son épouse à la consommation, le mari peut contraindre son épouse à la consommation du mariage avant le paiement de ne peut, ce n'est pas peu, mais ne peut contraindre son épouse à la consommation du mariage avant le paiement de la dot. C'est-à-dire qu'il faudrait tout d'abord payer la dot et que cela soit explicité avant qu'il y ait consommation du mariage. Et ça, c'est stipulé dans l'article 21 du Code du statut personnel de 1957. Ça, on a affaire à des lois impératives. Alors, pour les lois supplétives ou interprétatives qui n'ont pas de caractère contraignant, les particuliers peuvent les écarter et ne s'imposent pas de façon impérative. En doctrine, elles sont assimilées à des lois interprétatives. L'interprétation concerne non pas la volonté du législateur, mais celle des particuliers. Ce sont les particuliers qui décident d'appliquer ou de ne pas appliquer, bien sûr, ces lois. Ces lois sont abondantes dans le droit des contrats. Alors, par exemple, dans le droit des contrats, on retrouve ce type de règles et de lois. Par exemple, une vente portant sur un objet mobilier implique la livraison dans le lieu de vente. Donc, il faudrait qu'il y ait livraison dans le lieu de vente. Cependant, vous voyez ici l'interprétation que les particuliers peuvent en faire. Cependant, les parties peuvent convenir d'une livraison à domicile. Donc, il se peut que les particuliers conviennent que la livraison se fasse à domicile. Les frais du transport pourraient être supportés par le vendeur. Voir à ce propos l'article 502 du DOC. Voir des obligations. Les contrats qui ajoutent la mention s'il n'en a été autrement convenu. Il s'agit là d'une règle supplétive de volonté. Au Maroc et en France, les lois impératives et les lois supplétives peuvent faire partie de la même matière, comme c'est le cas de la procédure civile. La plupart des règles qui fixent la compétence des tribunaux sont d'ordre public, donc non écartables par les particuliers. Alors là, bien sûr, on est dans le cadre de la procédure. Cependant, le Code de procédure civile de 1974 consacre un chapitre à l'arbitrage. Vous voyez là, vous avez bien entendu des lois qui sont impératives, mais en même temps, vous voyez qu'il y a possibilité, et là vous avez un exemple bien clair donné par le Code de procédure civile de 1974 par rapport à l'arbitrage. Toute personne capable peut souscrire un compromis d'arbitrage sur les droits, et ici on parle de la procédure civile, sur les droits dont elles ont la libre disposition. Article 306. Ce compromis est destiné à préciser l'objet du litige, le nom de l'arbitre ou des arbitres qui seront amenés à rendre la sentence. À titre préventif, les parties peuvent, dans tout contrat, convenir de soumettre aux arbitres les contestations naissant au cours du contrat. Les particuliers peuvent donc confier la résolution ou bien la solution de leur litige à des personnes privées, des arbitres. Cependant, ce fait est limité. Certaines questions ne peuvent être soumises à l'arbitrage, comme les questions intéressant l'ordre public, et notamment les litiges concernant des actes ou des biens soumis à un régime de droit public, les litiges mettant en cause l'application d'une loi fiscale.
Donc c'est l'article 306 du Code de la procédure civile. Donc là, pour clore ce point, en matière de droit, il y a deux types de lois. Il y a les lois impératives, contraignantes, qui s'imposent de facto et qui ne sont pas écartables. Elles doivent s'appliquer pour toutes les personnes de la société. Puis il y a les lois dites supplétives ou interprétatives que l'on retrouve le plus souvent dans le droit dans le civil, et donc là où il y a par exemple la question du mariage, par exemple, mais la question du contrat, surtout les contrats qui s'établissent entre les individus. Alors dans ce cas-là, il y a possibilité quand même d'écarter certaines lois par les particuliers. Et nous avons donné même l'exemple par exemple, pour le Code civil, qui est possibilité même du recours à l'arbitrage, à la médiation qui s'opère pour carrément écarter le recours, parfois très coûteux, au tribunal. Donc voilà par rapport à ce cours concernant l'objet et les caractéristiques de la règle de droit. Donc nous passerons dans le cours prochain au fondement du droit ou bien au fondement de la règle de droit. Voilà, merci.